Vous pensez avoir un problème d'offre, peut-être un problème de vente, voire même les 2. Vous retravaillez votre positionnement, vous retravaillez votre vente, peut-être même une énième fois votre site web et pourtant, rien ne change. Et si le problème venait de la façon dont vous étiez perçu par les autres et notamment par vos prospects? Parce que oui, il y a tout un travail qui se joue en amont d'une prise de contact, un travail qui porte le doux nom, entre autres, de personal branding, marque personnelle pour les non-anglophones parmi vous. Sauf que le personal branding, on a tendance à le réduire à un beau profil LinkedIn ou à une cohérence visuelle, voire une charte graphique. On en fait un accessoire dont on s'occupera plus tard et qu'on n'intègre pas dans sa stratégie business. On finit par se demander pourquoi certains vendent plus facilement sans même avoir l'impression de vendre, alors que nous, on s'épuise. Pour parler de ce sujet, je suis ravie d'accueillir Nathalie Medaglia. Hello Nathalie. Hello Sabrina, quelle intro, quelle manière d'aborder le personal branding. Je suis ravie d'être ici en tout cas. On se met tout de suite dans le sujet. Nathalie, tu es alliée communication et personal branding pour les entrepreneurs et les dirigeantes. Tu es aussi fondatrice de la Réinvente Factory. Tu accompagnes les entrepreneurs et les dirigeantes à amplifier leur visibilité et à déclencher des opportunités, en tout cas plus d'opportunités, grâce au pouvoir de leur marque personnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu proposes exactement au sein de la Réinvente Factory, Nathalie? Oui, avec plaisir. Alors déjà, la marque personnelle, ça n'a pas été, la première chose qui m'est venue, à l'esprit quand je me suis relancée en marketing et communication parce que j'avais fait un rejet du marketing et de communication parce que j'ai fait 12 ans en corporate dans les grands groupes où justement, en fait, ce qu'on vend, c'est des produits. On se vend pas soi-même parce qu'on a déjà une étiquette, on est chef de groupe. Donc moi, j'étais, chef de groupe marketing. Et on n'apprend pas en fait, à se mettre en avant parce que, c'est porté par une marque ombrelle et ce qui me chafouinait un petit peu, pour prendre une expression de boomer, c'était que, en fait, justement, je m'étais éloignée de l'humain, en travaillant pour des grandes marques et je suis partie, tester un autre univers qui est la pâtisserie. Je me suis réinventée en Ah oui, pâtisserie, tout autre, mais tout autre domaine. J'ai tenté l'expérience et je me suis rendu compte que ma place n'était pas en cuisine, mais ma place, c'était pour accompagner justement les fondateurs et les fondatrices à créer leurs propres recettes du succès et de la visibilité et que ça passait beaucoup quand on est solopreneur, ou dirigeante par son image et ce qu'on renvoie. En plus, bien sûr, de tout ce qu'on fait en termes de business, et que c'était vraiment important, d'aller travailler ce degré de confiance en plus de son expertise pour créer une connexion, en plus juste, d'aller vendre ses produits et donc le cheminement vers la marque personnelle, il s'est fait par: «OK, comment est-ce qu'on peut renforcer l'efficacité, le marketing et aller encore faire plus de chiffre d'affaires pour les personnes qui développent leur boîte en solo?» Et donc la marque personnelle, elle s'est un peu imposée à moi en m'inspirant beaucoup des, outre-Atlantique, donc des Américains qui sont très forts sur le sujet. Et là où nous, du côté français, et surtout quand on est une femme et qu'on vient de l'univers corporate et qu'on passe de corporate girl à entrepreneur, c'est très difficile pour nous de ce qu'on se dit, de se vendre. Mais en fait, on se vend pas. On crée une connexion et on met en avant notre savoir-faire et notre expertise pour ne pas rester caché. Donc c'est un petit peu mon combat. Donc de me dire, comment, faire en sorte que plus de femmes soient visibles et tout ça grâce au pouvoir de leur marque personnelle qu'elles n'exploitent pas assez. Ça, je suis bien d'accord, forcément, je te rejoins. Sur la Réinvente Factory, donc elle s'adresse, et tu l'as dit spécifiquement, aux femmes. Mmh. Pourquoi, toi qui viens d'un monde qui n'était pas genré, pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement de t'adresser aux femmes? Eh bien, parce que je me suis rendu compte que quand on regardait les chiffres, de passage média et des chiffres business, les femmes, elles étaient moins de 5 à prendre la parole sur leur business dans des grands médias. Elles étaient, moins de 10 à être visibles sur, les réseaux sociaux ou sur les réseaux vraiment business, là où on allait, vraiment faire des affaires. Elles étaient moins nombreuses à lever des fonds et je me suis dit: «Mais, en fait, il y a quelque chose à faire d'un point de vue visibilité et d'un point de vue marque personnelle». Parce que, je me suis rendu compte que même si, bon, se mettre en avant, parler de soi, pitcher, c'est difficile pour
pour tout être humain, c'est plus difficile, pour les femmes qui ont eu, à apprendre ou qui ont eu été éduquées avec le, bah, travaille bien, sois sage, sois gentille, ne te mets pas trop en avant, tu vas être sinon trop prétentieuse, ne te vante pas. Donc, je me suis un peu prise de c'est un combat qui va, on va dire, plus loin que juste, du marketing. Je me bats vraiment pour que, les femmes arrivent à avoir des entreprises davantage, viables, pérennes et arrivent à faire leur juste chiffre d'affaires et qu'elles se montrent à leur juste valeur. Et pour moi, ça passe par, la marque personnelle qui peut, les aider à connecter, à aller chercher davantage, d'opportunités et on va en parler justement de se dire, bah, comment est-ce qu'elles vont réussir à faire ça? Parce que, j'ai développé un peu une méthode quoi dont on va dont on C'est va ce que parler j'allais te dire, si les freins, et on le sait, hein, on est toutes les 2 femmes. À titre personnel, je suis très active dans des, réseaux entrepreneuriaux, féminins et je vois exactement, ce dont tu parles, où tu croises des chefs d'entreprise qui ont parfois un parcours exceptionnel, qui ont aujourd'hui une activité exceptionnelle et qui pourraient inspirer tellement d'autres femmes, jeunes filles par ailleurs et qui effectivement n'exploitent pas ce potentiel. Mmh. Qu'est-ce qui les freine selon toi aujourd'hui? Et je pense qu'il n'y a pas seulement qu'une histoire d'éducation. Qu'est-ce qui fait? Et tu as un podcast, on y reviendra plus tard, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu rencontres aussi. À titre personnel, j'ai parfois un peu plus de résistance avec des invités femmes qu'avec des invités hommes. Ça viendrait d'où? Bah, je pense qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs, angles par rapport à ça viendrait d'où. Il y a l'éducation, mais il y a pas que ça. Il y a aussi la manière dont, les freins et les blocages auxquels on est exposé quand on est femme. Hem, j'ai eu l'anecdote d'ailleurs j'en ai parlé dans un post récent. C'est, quand on est une femme, on a tendance à attendre d'être, allez, 110% prête, 120% prête avant de parler de quelque chose, avant de parler d'un projet, avant d'oser, l'exprimer, parce qu'on va aller, chercher toutes les questions, on va aller chercher à ce que, l'identité visuelle soit ultra, parfaite, on va chercher à ce que tout soit parfait et du coup, on passe à côté d'opportunités. Je racontais l'anecdote, j'étais, au salon Go Entrepreneur, je crois que tu y étais aussi, on s'est ratés, Mais c'est oui. trop dommage et je sais pas si tu as assisté à des, il y avait un pitch, donc moi j'ai assisté au marathon pitch food où, il s'est avéré qu'il y avait un créneau, donc le présentateur a dit: «Bah, il y a un créneau de plus, il y a quelqu'un qui s'est pas présenté pour pitcher». Il ouvre le micro et dit: «Qui veut pitcher?» Qui veut parler de son projet et donc là, je vois moi j'étais là vraiment pour, j'adore, je suis trop fan d'aller écouter des pitchs, mais je n'avais pas de projet food à pitcher, sinon j'aurais inventé un truc et là, je vois que, des femmes se regardent, elles hésitent, elles se tapent un petit peu l'épaule, elles se disent: «Bah, vas-y, toi, non, je suis pas prête». Gros silence, tu vois? Mal à l'aise, personne n'ose prendre la parole et il y a un gars qui arrive de n'importe où avec sa veste jaune, nonchalant, il prend le micro, il pitch son projet. Bon, c'était pas du tout parfait, mais en tout cas, il a eu ses 30 secondes de gloire où il a présenté ce qu'il faisait, alors que je voyais qu'il y avait des femmes devant moi, je sentais qu'elles étaient en plus plutôt seniors, donc plutôt expérimentées. Mais le fait de prendre la parole, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude et en fait, on a peur d'être jugé. On se dit: «Ben, mon pitch, il est pas parfait, je vais pas en parler» et c'est pas aussi dans notre mindset de se dire: «Je vais prendre, des risques», donc on a tendance à vouloir minimiser dans ce qu'on fait, dans la manière dont on parle souvent de notre petit projet, notre petit business, Ah donc ça il oui. y a ça, donc les raisons, c'est vraiment les blocages auxquels on est, exposé et aussi les rôles modèles. Je pense qu'il y en a de plus en plus, mais on n'a quand même pas assez de rôles modèles justement de femmes qu'on voit dans les, je parlais des chiffres des médias, de femmes qu'on voit dans les médias, de femmes qu'on voit lever des fonds. Et du coup, on a besoin vraiment de se rassurer, de dire: «Bah, pour elle, c'est possible, donc je vais le faire». Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de donner les clés aux femmes, de se dire quand elles ont des ambitions, quand elles ont leur activité, de leur donner les armes, de se dire: «Bah, je vais porter mon projet, je vais porter mon activité, je vais porter mes besoins pour aller chercher des opportunités. Si un tel peut le faire, et si une telle peut le faire, je peux le faire aussi. Je peux m'entourer d'alliés et je peux miser sur, ce que je porte avec mon projet et quand on le porte avec, bah, son histoire, ses compétences, son savoir-faire et sa brand story que moi j'appelle ces 4 éléments, j'appelle ça la touch. En fait, ça change beaucoup de choses, dans les marchés qui sont, comme je te le disais un petit peu en off tout à l'heure, qui sont souvent saturés
où, on voit une énième marque, de bien-être, une énième marque, de tel élément et surtout quand on est aussi coach ou dans des prestations de services, thérapeute, je pense que c'est important d'incarner son message et de passer par soi pour aller créer cette connexion. Parce que souvent, enfin, le plus souvent aussi, on vend toujours, on achète entre humains, d'humain à humain. Donc Ouais, ouais, non, mais d'où l'importance de ce message. alors c'est très vrai sur la question du frein. On est très souvent notre propre barrière et notre propre limite. Effectivement, peut-être que les femmes que tu as vues avaient envie, ça devait les démanger d'aller pitcher, mais il y a quelque chose qui finalement les retient sans que ce soit quelque chose d'externe, enfin, jonction ou d'éducation, c'est vraiment propre à soi, une barrière qu'on se met et on n'ose pas. Ça, c'est très vrai. Sur la question aussi de la singularité. Alors, la touch, et on y reviendra, donc on va pas en parler tout de suite. Sur la singularité, moi, je suis absolument convaincue aussi que, d'ailleurs, qu'on soit sur un marché concurrentiel ou pas, c'est ce qui nous rend incomparables. À prestation égale, ou service égal, ou produit égal, à partir du moment où on mise sur soi, on devient incomparable. Et ça, enfin, littéralement, c'est puissant et je pense il faut un moment, je sais pas s'il faut passer d'ailleurs par le vivre, par l'expérimenter pour vraiment en comprendre la puissance. Tu vois, moi, je suis pas marketeuse de métier, hein, au départ. J'ai très rapidement misé sur cette question de ma personnalité, en tout cas de ma personne. Et je pense que je n'aurais jamais compris à quel point c'était puissant si on me l'avait expliqué, si je ne l'avais pas vécu. Donc je pense que le passage à l'action aussi, c'est peut-être ce que tu fais dans tes accompagnements, de rapidement en fait tester, expérimenter, se challenger aussi. Ça doit vraiment aider à comprendre en fait toute la puissance et toute la force de travailler autour de sa marque personnelle. Ouais, exactement, si je peux rebondir, sur ce que tu dis, Mmh. ça passe par la 1re chose, je pense, ça passe par, une prise de conscience où on se dit que dans tous les cas, quoi qu'on fasse rien ou qu'on travaille, qu'on façonne sa marque. Moi, j'aime bien dire façonner parce que pour moi, c'est une pâte à modeler qu'on peut justement, bah, modeler, sur la forme qui nous correspond, eh bien, on a cette marque personnelle. Parce que j'aime bien la définition de Jeff Bezos, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce monsieur. En tout cas, il a une définition de la marque personnelle que je trouve intéressante. Il dit: «C'est ce que les gens disent quand on n'est pas dans la pièce». Donc qu'on l'ait travaillé ou pas, les gens vont dire quelque chose de nous. Ça se trouve, ils vont dire, bah, rien, en fait. Ils vont rien dire si on Ouais. n'a pas travaillé notre marque Oui. personnelle. La 1re chose que je fais, que j'aime bien faire avec, mes clients que j'accompagne, c'est une mini étude de perception pour voir déjà comment est-ce qu'elles sont perçues par leur entourage professionnel. J'ajoute aussi quelques personnes qui sont plus proches d'elles pour souvent il y a cette enfin, soit une dissonance, soit un décalage Ouais. entre la manière dont elles aimeraient être perçues et la manière dont on les perçoit. Donc c'est la 1re chose qui peut être intéressante à faire et que peut-être, nos auditeurs, auditrices peuvent, faire aussi pour voir, je leur dis: «Mais toi, tu as envie d'être la nana qui est perçue comment?» Souvent, c'est des femmes hyper dynamiques, ambitieuses, polaires. Parfois, ils ressortent sur une partie de leur entourage, mais sur une partie de leur entourage, ça ressort moins. Donc là, c'est important aussi de travailler sur le volume, qu'on veut mettre sur, OK, ce qui moi, j'ai envie d'être perçue comme ça, sans se créer un personnage, hein, mais se dire, des Oui. adjectifs qui sont importants pour nous, qui sont aussi en ligne avec nos valeurs et s'il y a un décalage, de travailler sur: «OK, ben, moi, j'ai envie d'être perçue comme, bah, plus solaire, plus dans la proximité, donc bah, je vais travailler sur je vais dans ma manière de m'exprimer, dans ma manière Ouais. peut-être de me vêtir, je vais faire en sorte que ce soit plus en cohérence». Ouais. Donc ça Tu rejoint ce l'as que dit tu en disais. marge, je vais rappuyer dessus, tu l'as dit, rapidement, ce n'est pas jouer un rôle non plus. Voilà, c'est et il à mon sens, il ne faut absolument pas tomber dans le fait de jouer un rôle. Il faut vraiment que ça nous corresponde, mais par contre que la perception, que les autres ont de nous soit conforme aussi à, la personne qu'on est. Si on revient à cette notion de touch que tu utilises pour décrire une marque personnelle très singulière, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a
derrière et comment tu l'expliquerais peut-être à quelqu'un qui n'a jamais entendu ce mot dans ce contexte, voire qui ne connaît pas complètement les principes de la marque personnelle? Déjà donc moi je dis la touch parce que, j'aime bien, mon univers franglais, mais pour les personnes qui nous écoutent et qui aiment bien le franco-français, donc c'est un peu la touche personnelle. Donc on peut dire touch et c'est un peu ma manière de réinventer donc moi la réinvention c'est au centre de pardon, c'est au centre de tout ce que j'essaie de faire. Donc j'ai réinventé le concept de marque personnelle parce qu'à la base, bah, les femmes qui viennent me voir, aucune d'entre elles me dit: «Eh salut Nat, je veux travailler ma marque personnelle». En fait, elles viennent chercher plus de visibilité, plus d'opportunités business et plus de place, sur le marché qu'elles souhaitent occuper. Donc la touch, en fait, c'est un peu la manière de retravailler les Anglais ont appelé ça aussi, je vais le dire en français, mais le monopole personnel. Et moi, je combine 4 éléments, pour la touch. La première chose, c'est déjà, l'expérience de la personne. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on devient dirigeante, d'entreprise, on a un passé et on a acquis des choses, dans son sac à dos, dans sa besace qu'on emmène avec nous. Donc il y a déjà cette expérience, cette ligne d'expérience qui est hyper importante à travailler. On mixe la ligne d'expérience et la ligne de vie pour, renforcer ce qu'on fait aujourd'hui et capitaliser sur ce qu'on a fait, avant. La deuxième chose, que je mets dans la touch, c'est les compétences. Donc les compétences qu'on a acquises aussi précédemment et celles qu'on a, travaillées pour, arriver là où est-ce qu'on en est. Donc et ça peut être, aussi bien des soft skills que des hard skills en fait. C'est, un peu le travail de compétences et souvent aussi pour être, on parlait tout à l'heure de la perception, de là où est-ce que comment je suis perçue, comment j'aimerais être, perçue. Souvent, on se dit: «Je dois tout changer», mais souvent ça se joue dans la manière dont on a certaines compétences. On veut être plus experte sur un sujet, donc on va aller muscler ce côté compétence, qui est le deuxième rond un petit peu de la touch, parce que c'est 4 cercles qui se recoupent, la touch. Donc l'expérience, nos compétences. Le troisième rond, c'est la personnalité, donc notre personnalité. Ouais. On peut être avec une touche d'humour, on peut être plutôt froide, mais de certains moments plus proches. Enfin, c'est vraiment notre personnalité qui crée aussi cette partie de notre singularité, donc qui est le troisième rond de la touch. Et le quatrième, c'est la brand story. Donc, ce que j'appelle la brand story, c'est l'histoire de ta marque ou l'histoire de ton entreprise qui t'a fait arriver là où tu en es. Donc, certains parlent aussi de l'histoire du héros. Donc, moi, c'est plus, ou de la backstory. Moi, c'est plus cette histoire de comment tu en es arrivé là, qu'est-ce que tu as un peu traversé comme obstacle et pourquoi tu t'es lancé dans cette activité. Donc, au final, la touch, c'est les expériences, les compétences, la personnalité et la brand story qui fait au final une petite tambouille, une petite, recette unique qui permet de donner de la singularité à sa touch, à sa marque personnelle et d'aller creuser plus en détail et d'avoir un peu des angles pour parler de c'est pas parler de soi, c'est parler de comment est-ce qu'on veut mettre en avant notre activité à travers notre prisme à nous. Comment mettre en avant notre activité à travers notre prisme à nous? Ça, c'est important, c'est une phrase, géniale que tu viens de dire. Elle est très vulgarisée par rapport à ce que tu as pu, expliquer avant et peut-être pour des non-initiés, c'est effectivement pas le fait de parler de soi. C'est pas raconter ses week-ends, c'est pas parler de ses enfants, de son conjoint ou autre chose. C'est vraiment à travers un prisme professionnel, actuel ou passé, d'en extraire quelque chose, une touch finalement, qui sera unique. Parce que 4 composantes qui ne peuvent pas être comparées. Et je pense effectivement à tous les professionnels, un coach, consultant, et il y en a beaucoup, hein, j'en fais partie, mais il y en a beaucoup. Comment se différencier? Là, tu nous donnes un exemple très concret de valoriser son activité professionnelle à travers la singularité de notre parcours, de notre personnalité, de nos compétences.
Exactement et là, tu mets aussi, le doigt sur, une confusion qui est quand même assez commune pour les personnes qui rejettent la marque personnelle parce que moi, j'ai eu beaucoup ça. Donc ça fait, 3 ans et demi que je parle de marque personnelle et que j'en parle aussi au sein d'incubateurs et avant de faire des ateliers, je fais toujours un sondage pour voir quelle était la perception. Il y a 3 ans et demi, la perception, c'était vraiment la marque personnelle, c'est bullshit, excusez-moi d'expression, mais bon, en gros, c'est un peu, hyper superficiel. C'est pas pour moi, je vois pas pourquoi j'en aurais besoin. Donc ça, c'était la perception il y a 3 ans et demi. Et là, bah, pas plus tard que la semaine dernière, donc on est en avril, donc mi-avril, j'ai donné un autre atelier, pareil dans le même incubateur où je donne ça tous les 6 mois et la perception, elle a complètement changé. C'est-à-dire que les fondateurs ce sont des fondatrices, d'entreprises, de start-up. Elles se disent: «OK, j'ai» elles voient que c'est utile, donc il y a plus «c'est bullshit, c'est pas pour moi». Elles se disent: «OK, je comprends que c'est utile, mais je ne sais pas concrètement comment l'actionner et comment m'approprier ce levier marketing, cette notion pour que j'ai des répercussions ou des retombées sur mon entreprise». Donc il y a quand même eu un switch, un changement de perception de la marque personnelle et avant, il y avait beaucoup la confusion entre la marque personnelle et le culte de la personnalité, qui est vraiment différent. Donc le culte de la personnalité, c'est un peu, l'influenceur à Bali ou à Dubaï qui parle de soi, qui est dans tout ce qui est ostentation, qui se met en avant sa petite personne, qui montre son petit déj, ses enfants, enfin, vraiment c'est limite partage de la vie un peu intime, et personnelle pour se mettre en avant, pour mettre en avant un lifestyle et où toute la partie expertise, compétence, elle passe complètement à la trappe. Ouais. Alors que la marque personnelle, on est, comme on l'a dit, on parle de notre prisme mais pour mettre en avant quelque chose de plus grand que sa petite personne. On met en avant notre projet, notre activité, notre ambition, notre combat, notre expertise, mais ça passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, par notre prisme parce qu'on est comme un vecteur, c'est comme si on devenait un vecteur de communication, qui nous renforce dans cette ère, de l'IA. Parce que si on regarde quand même, je regardais les chiffres, heu, passion chiffres ou pas, mais quand on regarde au niveau mondial, il y a 50 des contenus qui sont faits par l'IA. Donc ça veut dire C'est que affolant c'est fou. et on est qu'aux prémices, de l'IA et c'est flippant et d'ailleurs, tu vois, tu rebondis là-dessus, j'ai vu un extrait, un short, hein, je crois que c'était sur Instagram, il y a quelques jours, où l'IA est tellement, affinée, alors j'ai pas les termes, techniques, hein, que les vidéos sont d'une telle qualité, d'un tel réalisme qu'on ne va plus pouvoir à un moment Différencier. détecter le vrai du faux. Et je crois qu'il y a une question de filtre avant qui est émis pour pouvoir, avec des outils, détecter le vrai du faux. Et ChatGPT, notamment Sam Altman, a priori, a enlevé ce fameux filtre. Donc, on ne sait plus. Et dans cet océan, comment est-ce qu'on garde la tête hors de l'eau? Bah, je pense que c'est une question où ça reste quand même un challenge, mais moi, ce sur quoi je suis convaincue, c'est dans ce contexte où justement l'IA prend de plus en plus de place. L'IA, elle peut aller, être plutôt forte sur le côté expertise, mais ce qu'elle pourra jamais répliquer, c'est notre personnalité, notre vécu et nos insights aussi, nos expériences, notre regard et les insights qu'on a par rapport à nos clients. Donc les insights, c'est les, les éléments qu'on recueille par rapport à nos clients, par rapport à notre expérience et qui font ces anecdotes qui nous ancrent dans le côté, Ouais. humain et dans le côté réalité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui être, un expert et être ultra doué sur son secteur, c'est très, très bien et c'est un peu c'est mandatory quoi. Mais ça ne suffit plus. Il faut vraiment aller plus loin et c'est ce cran plus loin. Moi, je trouve que la marque personnelle, ça peut permettre d'aller sur ce cran plus loin, d'assurer sa singularité, même si, bah, l'IA, on ne sait pas jusqu'où est-ce qu'elle pourra aller Ouais. demain et ça on n'a pas forcément la réponse. En tout cas, on a des convictions et c'est ce que je partage Ouais. aujourd'hui, quoi. Et sa singularité, elle passe aussi, je rebondis là ce que tu viens de dire, sur l'expérience terrain. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas aussi nous copier ou nous voler, c'est toute l'expérience, c'est nos cas clients par exemple, c'est tout ce qu'on vit sur le terrain. Ça c'est quelque chose, moi pour le coup, qui me tient beaucoup à cœur et que je mets beaucoup que j'infuse dans mes contenus. C'est ce qui permet en fait, quelle que soit l'IA que tu vas utiliser, le prompt, etc., tu ne sauras jamais extraire la même situation parce que c'est une situation réellement vécue. Et la marque personnelle, tu vois, on parlait de soi, mais c'est pas
que soit. C'est aussi parfois son environnement, son écosystème, les expériences qu'on peut vivre sur le terrain. C'est ça aussi. Exactement justement, tu faisais le geste qui allait vers de l'intérieur vers l'extérieur. C'est exactement ça, c'est pour ça que moi je parle pas de l'histoire du héros parce que au final dans notre marque personnelle, hem, je pense que ce n'est pas nous ne sommes pas le héros de l'histoire. Le héros de l'histoire, c'est les clients, les choses qu'on veut changer, le combat que l'on mène. Donc on met notre touch, notre personnalité, nos compétences, notre parcours et notre histoire de notre brand story au service des personnes qu'on va aller accompagner, aider pour créer un effet miroir ou une connexion, hem, qui va aller, travailler aussi sur tout le parcours de vente. Le parcours de vente, je pense qu'on va y revenir. Moi, j'ai des clients, donc moi j'accompagne, on va dire 90 de femmes. Récemment, j'ai accompagné aussi un client, donc un homme qui se lance, en parallèle de son job sur, du coaching en finance pour les, parents enfants et en fait, il m'a comparé à Maud Alavès, en fait. Il pensait se faire accompagner par Maud et en fait, il m'a dit ce qui m'a, fait, une connexion. C'est que donc moi, je vis au Maroc et donc lui, il est d'origine marocaine. Donc il m'a dit, «J'ai vu aussi que toi, tu vivais au Maroc, tu étais proche du Maroc». Donc ça a créé donc dans ma touch, quand je lui ai partagé aussi, bah, ma manière dont j'avais quitté l'Île-de-France et que j'aimais bien aller découvrir d'autres cultures bon, il a regardé aussi mon expertise. On a fait un appel découverte, ce qui nous a permis de voir qu'on était bien compatibles. Mais je pense que, ça crée un effet miroir et parfois de montrer qu'on est aligné sur certaines valeurs, ça fait partie après de la méthode des 7C, mais qu'on partage déjà des valeurs en plus d'être, compétent et qu'on peut accompagner la personne, ça peut créer une différenciation et créer un climat de confiance qui nous permet après d'avoir des partenariats gagnants et de travailler Mmh. avec les personnes sur lesquelles on est aligné et sur lesquelles on apporte de la valeur. Les bons clients. Exactement. Et justement, comme on parle de vente et de parcours client, je le disais en intro, il y a certains professionnels qui ont, on a l'impression, ce don inné d'attirer à eux des clients alors qu'on a l'impression qu'ils ne vendent jamais, que eux-mêmes quelque part ne vendent jamais de façon abrupte ou frontale, et pourtant ils attirent des clients, ils sont recommandés. Quel est le rôle de la marque personnelle ou de la touch dans le parcours client, mais aussi dans la vente? Comment est-ce qu'on l'intègre dans une stratégie business, mais aussi dans ses parcours clients et vente? Alors, il y a 2 choses là. Donc par rapport au parcours client, ça parle déjà de, comment est-ce qu'on intègre dans son business. Donc pour que la marque personnelle, elle fasse son effet, il faut bien sûr que, derrière, il y a un positionnement qui ait été travaillé et qui soit clair, qu'il y ait une offre qui soit cohérente et qui réponde à un vrai besoin et il faut que, il y ait une expertise, un savoir-faire qui soit vraiment véridique et pas, inventé. Donc quand on a Bah, déjà, on espère, ces oui. éléments voilà. Non, mais C'est mieux quand même. parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont confondre, la visibilité, enfin le fait de on travaille sa marque personnelle, on est visible et après derrière, bah, il y a rien, on est déçu de la personne. Donc Mmh. la marque personnelle vient vraiment soutenir un business solide sur lesquels les 4 P du marketing, donc le produit, la promotion, le price et le positionnement a été bien travaillé en amont, ce qui est la base et ça vient sécuriser le parcours d'achat. Donc pour moi, tu auras peut-être un autre, cheminement dans le consumer journey, donc le parcours d'achat. Mais aujourd'hui, il y a surtout quand on est sur des prestations à plusieurs milliers d'euros, je parle pas du tout de petits produits, de choses qu'on peut vendre, avec des pubs Instagram ou Facebook. Je parle sur des prestations de services qui viennent, créer des transformations, en particulier en B2B ou même en B2C. Aucun client ne va venir et va signer une prestation à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 €, en voyant, un post LinkedIn. Donc ça se fait avec le cheminement du consumer journey, donc il y a la partie de découverte où, la personne va se dire: «Ah, qui est Sabrina? Elle parle de quoi? Ah, ça m'intéresse». Il va nous voir une fois, 2 fois, il va voir qu'on parle d'un certain sujet. Après, il y a la partie considération. De se dire: «Bah, OK, elle parle de ce sujet, elle a l'air plutôt pertinente. Bon, j'ai vu passer un post, mais qu'est-ce qu'elle fait d'autre?» Donc «Ah, elle a un podcast. Ah, elle a créé un livre» ou «Ah, elle propose des ateliers, elle a une conférence» ou autre. Donc c'est la deuxième partie
du consumer journey selon moi. Et quand on est parti sur la partie, considération, il va y avoir une partie, OK, préférence, de se dire, est-ce que potentiellement elle peut répondre à ma problématique de stratégie business, de stratégie de marque? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Donc, ça dépend aussi de la conscience du besoin de nos clients, parce que là aussi, il y a les différents niveaux de conscience d'Eugène Schwartz que tu dois certainement connaître. Le but, c'est qu'on va pas aller chercher, notre client, on va pas s'adresser à lui selon s'il est mature ou pas sur son besoin. Donc c'est pour ça que c'est important de faire différents types de contenus et différents types de proposer différents assets de marque personnelle. Donc des assets de marque personnelle, ça peut être du contenu court sur les réseaux sociaux, du contenu plus long à travers un podcast, par exemple, du contenu encore plus long ou différent à travers un livre, à travers des conférences, à travers un site web. Donc c'est vraiment son écosystème de marque personnelle qu'on construit. Et en fonction de ça, on va créer une préférence. Donc ça, on avance dans le tunnel de conversion. Et quand la personne, elle sera prête à prendre une décision, elle va se dire: «Ah oui, bah, il y a Sabrina qui proposait ça, je l'ai vu dans tel atelier, je l'ai entendu dans tel podcast, bah, peut-être qu'elle peut répondre à ce que je fais». Et là, on a travaillé grâce aux assets de sa marque personnelle, on a travaillé sur le consumer journey, donc sur son parcours d'achat, en mettant en insufflant, des assets positifs pour renforcer la connexion, la crédibilité et pour qu'après on devienne limite une évidence. Mais parce qu'on devient une évidence, parce qu'on a créé tout ce cheminement et qu'on arrive avec, de la crédibilité et on arrive avec un niveau de confiance qui est élevé de la part de notre client. Merci beaucoup pour cette explication très pratico-pratique et détaillée. C'est vrai que quand on parle d'intégrer sa marque personnelle dans le parcours client, dans le système d'acquisition, dans ses contenus, et de pouvoir se rendre par ce biais-là l'évidence aux yeux de ses prospects ou ses clients, moi, c'est vrai que dans la typologie parfois de clients que je vais avoir, qui sont peut-être parfois un peu corporate ou un peu éloignés de ces notions de marque personnelle, non pas qu'ils la négligent ou parfois c'est qu'ils ne connaissent pas, parfois c'est que ils sont un peu méfiants parce qu'ils associent ça à dévoiler du personnel. Euh, Ça leur paraît un peu, alors tu as utilisé le terme tout à l'heure, un peu bullshit, c'est-à-dire comment en mettant de moi, je vais attirer plus, pourquoi, et les gens achètent un produit, ils achètent un service. En quoi le fait d'intégrer un peu peut-être de moi dans tout cet écosystème que tu nous as décrit va pousser plus de clients à venir nous contacter. Et ce que j'aimerais pouvoir leur partager, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que justement c'est en infusant un peu de soi qu'on se rend mémorable. Et en fait, cette notion de mémorabilité, elle est très très importante. C'est un peu comme quand on voit une affiche sur un abribus ou qu'on voit une pub et qu'elle nous reste en tête et qu'on ne l'oublie pas, et que ça passe par un slogan, ça passe par une charte graphique, mais ça peut passer aussi quand on vend en tant qu'individu ou quand on est en tant que dirigeant porteur de sa marque. Ça passe par soi. Et ça peut être effectivement partager un engagement, partager une anecdote qui nous rend mémorable. Et cette mémorabilité distillée dans tout l'écosystème, c'est aussi ça, je crois, qui rend euh, tout le système business, le parcours client, la vente, assez puissant. Et je pense que ça permet aussi de pallier ou de contrer le fait que, on est un peu sur une guerre on était sur une guerre d'attention, on est un peu sur une recherche de confiance, d'être rassuré. Le fait de travailler sa crédibilité sur, comme je le disais, différents assets, ça permet aussi aux personnes en face de nous, comme tu disais en B2B, ils vont pas acheter dès la première fois. Ils ont besoin il y avait des chiffres qui montraient qu'à l'époque, pour aller, créer des points de contact, une personne avait besoin de nous voir dans 7 situations enfin 7 fois pour pouvoir, nous considérer. Je crois que maintenant, c'est passé à 16 fois. Donc d'où, je pense l'utilité de mixer ces assets de marque personnelle, donc son contenu, ses communications et la manière dont on communique, pour créer ce climat de confiance et être dans une notion de crédibilité. Après, bien sûr, la prospection, ça peut aussi faire partie de la marque, personnelle. Si c'est bien fait,
Et si, en fait, on n'arrive pas comme un goujat dans les boîtes, dans les messages privés des personnes. D'ailleurs, est-ce que tu as des exemples, toi aussi, de, l'intervieweur qui se fait interviewer, mais de manière où Je la marque prends. personnelle a pu être, heu, détériorée, on va dire, par rapport à une approche de vente qui n'était pas à la hauteur ou pas de bon goût selon toi? Alors, des exemples, publics, là, tout de suite, j'en ai pas. En revanche, tu parlais tout à l'heure de messages privés. Si on prend, l'exemple de LinkedIn, hem, alors c'est une marque de téléphonie, mobile, fixe, ADSL très, 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 très connue. Je reçois une demande de connexion. Je vois le profil, c'est un directeur commercial de cette entreprise-là. J'accepte la connexion et là, j'ai toujours un petit message et je sais que, Miss Buffet Froid, si elle écoute cet épisode, on lui fait signe à partager un post que j'ai commenté pas plus tard qu'hier sur effectivement quelle est la conduite à tenir quand quelqu'un se connecte à nous. Est-ce qu'on l'accueille, on l'accueille pas, on lui demande peut-être qu'est-ce qui l'a motivé à se connecter, etc. Donc j'envoie un message comme je le fais tout le temps. Bonjour, enchanté, ravi de vous accueillir. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Et là, je reçois un pavé commercial avec présentation, offre, lien de l'offre, tarification. C'était pas du tout adapté en plus à mon entreprise, puisque ça s'adressait plutôt à, on va dire, un groupe. Ça, pour moi, ça flingue la marque, parce que pour le coup, la marque, elle a plutôt bonne presse. Et ben pour moi, je me dis que si c'est ainsi que les commerciaux fonctionnent dans cette marque-là, c'est-à-dire qu'ils envoient des pavés commerciaux, ça vient détériorer un petit peu, en tout cas moi qui l'ai vécu, ça vient détériorer l'image que j'ai de cette marque. Donc voilà, pour répondre à ta question. Bah, du coup, je suis contente que tu répondes ça parce que ça montre que, la manière dont on approche les personnes, donc ça fait partie un peu de sa personnalité, de son approche commerciale, c'est, un élément, qui fait partie de sa marque personnelle. Donc comme on peut véhiculer une bonne connexion, une bonne première approche, comme on peut dégrader totalement l'image de sa marque et en plus comme on est d'humain à humain, donc là tu parlais sur un message LinkedIn, il me semble. Oui, c'est ça. Quand c'est un humain, même si c'est un commercial ou quelqu'un, heu, c'est sa marque personnelle qui est impliquée, mais ça aussi représente la marque d'entreprise dans laquelle, Mmh, qu'il représente. Donc c'est mmh, à double tranchant, complètement. qu'il faut utiliser, sa marque personnelle parce que ça peut être un atout, comme ça peut être, un quelque chose qui peut être répulsif au final. C'est important effectivement de le rappeler que ça peut avoir des incidences pour soi, mais aussi pour l'entreprise qu'on représente. On arrive presque à la fin, de cet épisode. Nathalie, j'ai une dernière question pour toi. Donc tu as, toi aussi, un podcast qui s'appelle Réinvention. Si on revient sur la question de la marque personnelle, par rapport à ce podcast, peut-être plus largement par rapport à ton activité, mais spécifiquement par rapport au podcast, en quoi est-ce qu'il est venu contribuer au développement de ta marque personnelle? C'est une très, très bonne question parce que, au début, le podcast, il s'appelait pas Réinvention et je l'avais, lancé, en 2022 pour être au plus proche, des femmes qui avaient développé leur activité et comprendre un petit peu leurs ficelles derrière ce qu'elles avaient fait et une des premières, personnes, enfin des 10 premières personnes que j'ai interviewées, c'est Caroline Mignot. On lui fait un gros coucou si elle écoute ton podcast. Ah bah oui, Caroline, oui, oui, coucou. Coucou, écoute ce podcast, il est trop bien. Donc j'avais pas mis vraiment donc mon podcast a évolué avec ma propre évolution business, avec ma propre évolution de mon positionnement et au début, c'était plus des parcours de femmes qui se sont réinventées et qui ont mis, des en place des éléments en marketing ou communication qui étaient intéressants de mettre en avant. C'est qu'ensuite que j'ai fait le lien entre, la marque personnelle, comment la marque personnelle était venue amplifier la réinvention de ces femmes ou amplifier leur parcours et c'est là où j'ai vraiment réaligné, mon propre positionnement, mon podcast et mon fil rouge autour, du fait de révéler sa touch, autour du fait d'amplifier,
son impact business grâce à sa marque personnelle dans mon podcast où j'en ai fait vraiment un asset de marque personnelle, comme je l'expliquais tout à l'heure. Parce qu'au début, effectivement, ça peut évoluer, ça peut changer, mais je pense qu'à un moment, c'est important de se dire: «OK, comment est-ce que j'ai envie d'être perçue? Sur quelle, expertise, j'ai envie qu'on me reconnaisse, qu'on parle de moi et qu'est-ce que je mets en place pour ça?» Donc aujourd'hui, mon podcast, c'est vraiment un élément qui sert, ma marque personnelle et qui me sert aussi à connecter avec, des consoeurs, de potentielles clientes parce que je crée du contenu, donc j'ai des interviews et des solos aussi pour répondre aux questions qu'elles ont sur la marque personnelle, sur leur communication LinkedIn. Donc j'en ai fait vraiment un outil de connexion et de communication au service, de ma touch, de ma marque personnelle et de mon activité. Merci beaucoup, pour ton partage Nathalie, c'était très, très intéressant. Si tu devais adresser un dernier conseil aux entrepreneurs ou aux dirigeantes qui nous écoutent concernant la marque personnelle, ce serait quoi? Serait osez, mesdames, vous avez déjà toutes en vous votre touch et il suffit juste, de la révéler et ce podcast vous aidera grandement. Merci infiniment, Nathalie, d'avoir été, avec nous, d'avoir partagé, tous tes précieux conseils et ta vision, en tout cas, de la marque personnelle. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie, de te suivre, si on a envie, d'en savoir un petit peu plus sur toi? Vous pouvez, déjà télécharger, la méthode des 7 C pour, travailler votre marque personnelle qui vient en très, très bon complément de cet épisode. Vous pouvez la retrouver sur ma sélection LinkedIn et donc, sur LinkedIn, je suis Nathalie Medaglia, Medaglia et c'est mon réseau chouchou du moment et sinon il y a mon podcast, Réinvention. Super, un énorme merci Nathalie. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à le commenter, à le partager massivement autour de vous. C'est le meilleur moyen de faire vivre ces chroniques. Excellente journée et à très bientôt.